Bonjour, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Laurie Dumas, je suis prévisionniste en avalanche pour Avalanche Québec. À chaque jour, en fait, nous, on publie le bulletin d'avalanche. Puis, avant de publier le bulletin d'avalanche, en fait, il y a une équipe de 2 personnes qui vont en montagne sur un site, un secteur de notre zone de prévision d'avalanche pour récolter des informations, ramasser des données, faire des tests sur les manteaux neigeux, puis avoir une idée de c'est quoi l'indice de danger en montagne. Le 8 février, en fait, 2019, moi et mon collègue Jacob, on partait vers le secteur des Mines-Madeleine pour aller faire des tests dans la pente des Bouleaux. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est tout près du refuge, une belle pente nord avec une bonne inclinaison. Puis, on s'en allait là pour vérifier la neige. Puis, quand on a commencé à monter dans le sentier, on est tombé face à face avec un skieur qui venait de vivre un accident d'avalanche. Lui et ses amis, en fait, un groupe de 8 personnes, avaient décidé de séjourner au refuge. Puis, ils ont, après ça, durant la journée, décidé de monter en montagne, puis aller faire du ski. Puis, en fait, il y a des membres du groupe qui ont déclenché une avalanche. Ces 2 personnes se sont fait emporter jusqu'en bas de la pente. Puis, dont une personne s'est fait ensevelir complètement et l'autre personne est blessée gravement. Nous, on est arrivés sur les lieux une fois que tout est arrivé, à peu près une vingtaine de minutes après l'incident. Puis, on les a aidés à faire l'évacuation et à sortir les blessés de la montagne, ce qui, en fait, nous a permis de créer un contact privilégié avec ces gens-là, puis récolter un peu plus d'informations sur qu'est-ce qui s'était passé, c'était quoi le processus qui les avait menés à aller skier cette pente-là, puis à faire la traverse qu'ils ont faite. Puis, ensuite de ça, d'où est découlée cette étude de cas-là pour vous permettre de bien comprendre là, un peu qu'est-ce qui peut nous amener à prendre des décisions, qu'est-ce qui peut se passer sans qu'on s'en rende compte. Puis après ça, si à un moment donné, vous voyez certains patterns, mais vous allez apprendre de cette étude de cas-là, puis peut-être éviter que d'autres accidents surviennent. Aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous présenter tous les détails de cette aventure-là qui s'est passée. Donc, ici, on voit à l'écran, sur la droite, là, la pente, là, c'est les bouleaux, puis on voit une espèce de V. À la ligne à droite, c'est le S apostrophe et la ligne de gauche, c'est le couloir en S dont l'incident s'est passé dans ce secteur-là. La saison 2018-2019, il y a eu en fait 8 épisodes de pluie au fil de tout l'hiver. C'est pas tout arrivé avant l'incident, mais quand l'incident est arrivé, il y avait effectivement là, une croûte de pluie là, au sol. Il est tombé 468 cm de neige au CDS. C'est le deuxième hiver le plus enneigé là, depuis le début des opérations d'Avalanche Québec. Avant ça, on n'a juste pas les données. Sûrement qu'il est tombé plus de neige à un moment donné, mais on ne sait pas. En moyenne, les vents à peu près de 35 km/h. Donc, des journées où il n'y avait pas de vent, des journées où il y avait des gros vents. En général, dans les chic-chocs, ils vendent tout le temps. Fait que ça, c'est pas une surprise. Puis, ça a fait en sorte là, qu'on avait plusieurs croûtes de regel avec de la neige de différentes densités. Au fil de l'hiver, ici, vous voyez, c'est un profil temporel. En fait, c'est le nombre d'avalanches avec la taille maximale des avalanches. Au fil de l'hiver, là, il y en a eu quand même un peu toute la saison. Mais si on regarde ici, là, dans le mois de février, on a quand même eu un bon petit cycle là, dans ces journées-là. Là, un peu avant, il y a eu quelques incidents. Nous, on a été en mesure de répertorier 40 avalanches déclenchées naturellement. Puis, il y en a eu 19 qui ont été déclenchées par des skieurs là, dans le secteur des Chic-Chocs. Il y en a eu d'autres ailleurs au Québec, là, mais dans les Chic-Chocs, on a compté 19. C'était une saison plutôt active pour les avalanches. Juste pour vous rappeler, en fait, qu'est-ce que ça prend pour avoir un accident d'avalanche? Qu'est-ce que ça prend pour avoir une avalanche? En fait, ça prend du terrain avalancheux, une pente. Ça prend aussi de la neige instable. Si on a une neige qui ne bouge pas, il n'y aura pas d'avalanche. Puis, ça prend un élément déclencheur. Ça peut être soit des skieurs, des motoneigistes, des explosifs, qui sont donc des déclenchements
par intervention humaine, ou sinon un élément déclencheur naturel, donc une surcharge de neige supplémentaire, la hausse des températures, etc. Donc, tout ça fait en sorte qu'on va avoir un accident. On va avoir une avalanche et s'il y a des personnes dans l'avalanche, bien, un accident d'avalanche. Donc, si on se met un peu dans le contexte de l'endroit où l'incident a lieu, donc on fait ici une analyse de la pente. Donc, c'est l'incident a lieu entre le couloir en S et le S apostrophe, donc ça fait une espèce de V. Puis ces deux pentes-là sont vraiment orientées au nord, donc c'est des pentes qui vont se faire charger là, quand on a des vents du sud ou du sud-ouest. Là, si ça va de ces directions-là, toute la neige se retrouve vraiment dans le haut de cette pente-là. Donc ici, on voit un petit peu là, une image satellitaire là, de Google Earth. Là. Dans le fond, c'était entre la limite forestière et l'alpin. Donc, en haut là, de ces descentes-là, en fait, il n'y a pas d'arbres. Les arbres sont très petits et éparses. Donc, on était vraiment très près de l'alpin. Ensuite, pour ce qui est de l'inclinaison de la pente à la terre, dans le fond, on a un angle d'à peu près 36 degrés. Donc, on peut supposer qu'avec le chargement de la neige dans le haut de la pente, au fil de l'hiver, ça devient un petit peu plus à pic. Mais on est pas mal dans les eaux là, de l'angle de pente classique là, pour le déclenchement d'une avalanche. Donc, si on regarde ici une photo un peu de loin, là, on voit vraiment la forme de la pente. Donc, juste à droite là, du couloir, on a une espèce d'épaule, un grand plateau où est-ce que la neige s'accumule. Et si on a des vents là, du sud, du sud-ouest, bien, toute cette neige-là va se retrouver dans le haut de la pente. Donc, on a aussi une belle convexité juste en haut de la pente. Donc, c'est vraiment, tous les éléments sont là pour qu'il y ait des avalanches. C'est aussi, on peut le voir, là, quand même, un couloir d'avalanche où est-ce que c'est assez récurrent de voir la neige dévaler en bas de la pente. Donc, ici, si on regarde, c'est une photo un petit peu à gauche de l'endroit exact où ils ont déclenché l'avalanche, mais ça nous donne une idée de la végétation, la densité forestière dans cette cuve-là. Donc, les arbres sont très éparses. C'est pas une grosse forêt dense. On a vraiment des grandes aires ouvertes, là, donc plus facile là, pour la neige de créer là, des instabilités ou de se propager, etc. Puis, ici, si on regarde vraiment la pente de face, là, on voit ça fait vraiment un piège naturel qu'on appelle, là, ça s'engouffre vraiment comme un entonnoir. Donc, il y a aussi la présence des falaises là, qui sont vraiment importantes là, dans le bas de la pente. Donc, ça, c'est vraiment le piège naturel, ça va être quelque chose, une caractéristique de terrain qui va aggraver les conséquences d'avalanche. Donc, si on se fait prendre dans une avalanche à cet endroit-là, le fait qu'il y ait un engouffrement, une espèce d'entonnoir, ou ben non, les falaises, ben, ça va augmenter les chances de blessures et d'ensevelissement. Donc, si on se fie au livre guide, donc l'outil que les gens ont utilisé pour faire leur choix d'itinéraire, décider par où ils allaient. Donc, on voit ici, là, c'est dans la cuve de la mine, là, dans le fond, juste en bas du chiffre numéro 8. Donc, c'est du terrain qui est complexe, en fait, là, donc c'est selon l'échelle d'exposition en terrain avalancheux, il y a 3 niveaux. Donc, le terrain simple qui est le vert, exigeant qui est le bleu et le complexe qui est en noir. Puis, pour être capable de naviguer aisément et de façon sécuritaire en terrain complexe, on suggère d'avoir des grandes connaissances puis un bon lot d'expérience pour pouvoir naviguer dans ce terrain-là aisément. Donc, si on regarde pour le couloir en S et le S apostrophe, donc, ils indiquaient que c'était une pente nord, donc de niveau super expert, donc assez difficile. C'est une pente qui est épeurante, particulièrement dangereuse, et il y a aussi la présence de parois rocheuses à cet endroit-là, donc à ne pas négliger. Donc, pour ce qui est du manteau neigeux, donc le contexte
qu'on a dans cet hiver-là. En fait, le 24 janvier, là, on a eu une espèce de cocktail météo. On a eu de la pluie verglaçante suivie de la pluie. Après ça, on a eu de la neige. On a eu un bon 15 à 20 mm d'équivalent en eau. Donc, quand même une bonne quantité, assez pour créer là, une belle croûte de glace là, bien généralisée. Puis après ça, entre cet épisode-là de pluie et de cocktail météo, bien, on a reçu, là, entre la croûte de pluie et l'incident, on a reçu un 25 à 30 cm de neige. Ben, il a venté pas mal, classique au Chic-Choc. Puis, ça a fait en sorte là, que toute cette neige-là s'est faite brasser d'un bord puis de l'autre. Puis, les 3 jours juste avant l'incident, en fait, là, on a reçu un petit peu de neige encore, là, un 5 à 10 cm de neige. Mais on a aussi eu les vents qui ont tourné. Donc, les vents ont tourné, se sont mis à souffler du sud. Et ça a fait en sorte que cette nouvelle neige-là et la neige qui était tombée avant s'est retrouvée dans les pentes nord. 2 jours avant l'incident, donc le 6 février, l'équipe terrain est allée investiguer une avalanche qui a été déclenchée dans le grand couloir du mont Hucksback. Donc, c'était une avalanche qui a été déclenchée par un ski cut, donc un skieur qui aurait voulu la déclencher par exprès. Puis, c'était une taille 1,5 à 2. Puis, en fait, il y a une plaque avant d'une épaisseur jusqu'à 23 cm qui a été déclenchée. Donc, cette avalanche-là a lieu sur une pente est-nord-est. Donc, c'était pas exactement la même orientation, mais c'était dans une zone alpine, puis pas très loin de notre secteur. Donc, à la suite de cette information-là, le bulletin d'avalanche est sorti. Donc, dans le bulletin qui a été diffusé le 7 février à 7h30, parce qu'il faut se mettre en contexte que le groupe qui ont consulté le bulletin d'avalanche sont partis au refuge. Donc, la dernière information qu'ils avaient, c'était le bulletin du 7. On notait là, qu'il y avait des plaques avant instables qui étaient à surveiller dans le haut des couloirs nord, nord-est et est dans l'alpin. Donc, ça, c'était l'information. On avait un indice qui était un peu à la hausse, donc il passait de faible à modéré à la limite forestière. Donc, ça l'indique là, que la tendance va vers une augmentation du danger d'avalanche. Puis, on avait aussi parlé là, des vents là, modérés à fort du secteur sud-ouest et ouest là, qui avaient transporté une partie de la neige et formé des plaques à vent dans le haut des pentes nord, nord-est et est. Donc, dans la description du manteau neigeux, de la neige, on parlait aussi de la croûte de regel du 24 janvier qui était ensevelie avec de la neige là, par-dessus. Donc, pour ce qui est de la prévision météo alpine, là, pour le vendredi, qui est la journée de l'incident, donc on prévoyait que les températures allaient être à la hausse pour atteindre le point de congélation, donc 0 degré Celsius là, en fin d'après-midi. Donc, durant la journée, on s'attendait à encore un peu de neige, là, un 5 cm, puis après, peut-être du grésil, de la pluie, là, c'était pas encore très précis. Donc, on a fait l'analyse un peu de la pente. Donc, on a regardé c'est sur quel type d'endroit que l'incident a lieu. On a analysé aussi le contexte du manteau neigeux. Donc, qu'est-ce qui se passait avec la neige? Donc, on avait de la croûte et une plaque à vent par-dessus. Maintenant, on va s'intéresser surtout au groupe de skieurs. Donc, les 8 personnes qui sont parties du CDS pour se rendre jusqu'au refuge. Donc, avant de partir du CDS, avant de quitter le réseau, ils ont regardé le bulletin d'avalanche, donc celui du 7 février, et ils ont aussi consulté la météo là, sur leur téléphone, le Mountain Forecast. Donc, ils ont pu voir qu'ils annonçaient là, des vents extrêmes, 90 km/h du sud, 75 en après-midi, puis qu'on voyait que les températures allaient être à la hausse, mais sans nécessairement atteindre... sans passer au-delà du point de congélation parce qu'il s'en allait au Mille-Madeleine, donc en altitude. Donc, après ça, le matin même du vendredi, le groupe, ils ont décidé qu'en fait, ils voulaient skier de la neige fraîche. Donc, ils n'avaient pas envie d'aller sur une pente qui faisait face au sud parce qu'ils se sont dit que ça allait être juste glacé et ça allait pas être beau. Puis, ils ne voulaient pas non plus se faire vanter à Font-Léon parce que 90 km/h du sud, ça peut être assez intense. Donc, ils se sont dit, on va aller sur une pente nord-nord-est, est un peu plus à risque d'avalanche,
Mais on va avoir de la meilleure neige, puis on ne sera pas venté en fou. Fait que ils ont parlé un peu de ça. Je ne sais pas s'ils ont eu une discussion super claire. Tout le monde était vraiment conscient du fait que le danger d'avalanche était surtout orienté sur ces pentes-là. Mais finalement, le groupe s'est dirigé et tout le monde est parti dans cette direction-là en se disant on verra une fois sur le terrain. Donc, au refuge, on discute un petit peu de l'itinéraire. Ils ont aussi décidé qu'en fait, c'est une meilleure idée de rester près du refuge, donc ne pas aller dans la cuve de l'Aigle ou cuve du Xalibu. Donc, on va rester plus proche pour être plus sécuritaire. Puis aussi, ils avaient décidé de rester dans une zone plus forestière là, à cause des conditions météo. Donc, juste pour vous mettre en contexte, le groupe était généralement très bien équipé. Ils avaient tous un DVA, une pelle, une sonde. Donc, chaque personne avait ça. Ils avaient aussi leur casque. Ils avaient même apporté des petits radios, étant donné que c'était quand même un gros groupe. 8 personnes, on considère que ça commence à être pas mal de monde en montagne pour un même groupe. Donc, ils se sont équipés de petits radios pour pouvoir communiquer au cas où ils décident de se séparer. Il y avait aussi leur téléphone cellulaire, même s'il n'y a pas de réseau au refuge, ils savaient que s'ils allaient en haut sur les sommets, là, ils allaient pouvoir capter du réseau. Puis, ils étaient équipés avec des vêtements chauds, doudounes, lunettes de ski, etc. Ils avaient même aussi un traîneau d'urgence portatif là, avec eux pour, en cas d'accident, faire une évacuation. Donc, avec tout cet équipement-là, puis la prise de décision, ils ont décidé d'aller dans le secteur des Bouleaux, qui est pas si loin là, quand il fait clair, on voit très bien le refuge à partir de ce secteur-là. Donc, le secteur des Bouleaux, ils ont fait une première descente à travers les arbres. Donc, ils sont vraiment restés dans les couloirs à travers les arbres. Ils ont vu quelques fissures autour des skis. Donc, ils ont fait des micro-tests. Je ne sais pas exactement c'est quoi les tests qu'ils ont effectués. Donc, ils ont sûrement creusé un peu dans la neige pour voir que ça avait l'air. Il n'y aurait pas eu de discussion officielle, ils ne sont pas regroupés, puis OK, on va faire le point, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il y a certains membres du groupe qui ont observé un peu des plaques avant d'une dizaine de centimètres d'épais, mais ça n'avait pas l'air de trop propager. Donc, tout ça fait en sorte qu'en fait, il n'y a pas eu d'incident notable suite à la première descente. Évidemment, ben, la confiance, elle a augmenté en flèche. Puis ben, là, il y a un petit désir d'adrénaline, l'envie de pousser un peu la limite puis de faire quelque chose d'un petit peu plus engageant. Fait que là, ils ont décidé de se diriger vers une pente qui était plus inclinée puis un petit peu plus extrême. Donc, en haut de la deuxième ascension. Donc, ici, c'est le secteur des Bouleaux. Avec à gauche, on voit très bien le S du couloir en S. Donc, en fait, à droite, c'est le secteur des Bouleaux, donc vraiment plus forestier. Donc, deuxième ascension, ils remontent en haut complètement. Puis là, à partir d'en haut, ils se sont dit, on va faire une traverse pour aller rejoindre le couloir en S, aller voir de quoi ça a l'air. Puis si c'est bon, on va descendre là. Est-ce qu'il y a eu une discussion? Est-ce que tout le monde était d'accord sur cette décision-là? On ne sait pas. Tout le monde s'est ramassé en haut et puis ben, les premières personnes arrivent en haut, font leur transfert. Il y a un premier skieur qui fait une traverse en haut des pentes, comme la ligne bleue le suggère. Il était généralement sur une surface glacée. Donc, il n'était pas tout à fait sur la convexité ou sur l'endroit où la neige s'était déposée. Mais après que le premier skieur se dirigeait là, en fait, il y a deux autres, un skieur et un planchiste qui l'ont suivi, mais un peu plus bas dans la pente. Puis, en fait, une quatrième personne est arrivée. Puis là, l'avalanche s'est déclenchée. Ça a fait une grande fracture à cet endroit-là exactement. Et les deux skieurs qui étaient un peu plus bas dans la pente se sont fait emporter jusqu'en bas complètement du couloir en S et du S apostrophe. Donc, ce qu'on voit ici, là, en dessous des lignes jaunes, là, en fait, il y a des falaises. Donc, les deux victimes sont passées à travers les falaises et ont dévalé au complet pour se retrouver en bas de la pente complètement dans le début du replat. Donc, une grande glissade incontrôlée là, pour ces deux personnes-là. Donc, finalement, ça a été une taille 2 qui a été
déclenché à la limite forestière. Donc, on voit que c'est vraiment là, pas très loin de l'alpin. Donc, la fracture, elle a fait, là, la plaque, elle a fait 30 mètres par 30 mètres et elle a dévalé sur 250 mètres de long. Donc, la photo que vous voyez à l'écran, c'est une photo qu'on a prise là, la journée de l'incident. Moi et Jacob, là, en fait, on avait la caméra, donc on était en mesure de prendre un peu la montagne. Donc, ici, on voit, ça, c'est une photo là, du couloir en S que j'ai prise là, quand je suis retournée au mois de mai. Donc, juste pour vous montrer, en fait, un peu plus les falaises. Donc, les deux victimes sont passées par-dessus cette barre rocheuse-là. Et puis, on dévalait la pente jusqu'en bas. Donc, ici, une autre photo en hiver là, pour vous donner une petite idée du contexte là, de l'endroit. Puis ensuite, lorsque les victimes se sont retrouvées en bas de la pente, il restait 6 personnes en haut de la pente. Donc, eux autres, ben, il a fallu qu'ils trouvent le moyen de se rendre aux victimes. Donc, ils se sont mis à descendre tant bien que mal jusqu'en bas de la pente. Ils se sont mis tous en mode recherche avec leur DVA parce qu'ils ne savaient pas si les victimes étaient ensevelies ou non. Ils ont trouvé la première personne là, juste dans le début du replat. Elle avait de graves blessures au dos, elle avait mal au dos, mais elle n'était pas ensevelie. Donc, ils ont décidé de stabiliser un peu l'état. Et après ça, de se diriger vers l'autre personne. Donc, ils ont commencé à le chercher avec le DVA. Puis en fait, ils l'ont retrouvé. Cette personne-là elle était ensevelie complètement. Mais quand ils l'ont retrouvé, il avait déjà réussi à dégager un peu la neige là, devant son visage. Donc, la coquille de plastique de son casque s'était brisée, puis elle s'était retrouvée dans sa main, puis il a utilisé ça pour commencer à dégager un peu son visage et alentour. Mais quand ses amis sont arrivés, ben là, ils ont commencé à creuser pour le sortir complètement. Donc, la deuxième victime qui était ensevelie complètement, elle avait une fracture au nez, puis une bonne douleur au genou, mais elle était capable de marcher quand même. Hasard des choses, le 8 février, moi et mon collègue Jacob, on s'en va dans ce secteur-là pour notre sortie terrain. Donc, on arrive, on stationne la motoneige en bas de la pente, on s'installe, on met nos pots, on se prépare pour aller dans le secteur des boulots. Puis, en fait, le groupe, eux autres, qui ont entendu le bruit de la motoneige arriver, donc ils ont envoyé quelqu'un nous rejoindre. Donc, on est tombé nez à nez avec une des 8 personnes là, qui est venue à notre rencontre pour demander des secours, puis leur venir en aide. Donc, à ce moment-là, ben, moi, j'avais un radio, donc j'avais contact direct avec le parc, donc j'étais en mesure d'appeler le parc pour qu'ils puissent monter avec l'équipement supplémentaire, puis qu'eux autres puissent faire le relais avec le service d'urgence, là, le 911, pour qu'ils puissent apporter là, les ressources nécessaires, là, ambulanciers, policiers, etc., pour pouvoir évacuer les personnes. Donc, on avait aussi de l'équipement supplémentaire, donc sac de couchage, traîneau d'urgence, etc., pour pouvoir les aider. Donc, quand je suis arrivée sur les lieux du groupe, les gens étaient en train de gérer un peu la personne. Donc, eux autres, il y avait déjà un traîneau d'urgence portatif. Donc, on a utilisé leur traîneau pour pouvoir envelopper la victime qui avait des blessures au dos, en fait, parce qu'elle n'était pas en mesure de marcher, puis pouvoir la sortir de la montagne le plus rapidement possible à l'endroit où on pouvait rejoindre les motoneiges. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, là, donc l'évacuation, là, ça s'est fait un peu, là, moi et Jacob, on a aidé beaucoup. La CEPAC est arrivée après en deuxième et il y a les ambulanciers et les policiers qui sont arrivés en troisième avec le temps que tout le monde se rende sur le chemin. Donc, là où il y a l'étoile, c'est l'endroit où est-ce que moi et Jacob, on a rencontré le groupe. Puis le couloir en S, là, il est en bas à droite. Puis l'endroit où les victimes étaient, il était dans le bas de la pente où il y a l'espèce d'étoile jaune. Donc, voilà. Donc, quand on a rencontré le groupe, Jacob est retourné à la motoneige pour aller taper le chemin en motoneige. Moi, je suis allée aider le groupe là, pour faire l'évacuation avec le traîneau d'urgence là, sur à peu près un demi-kilomètre. Puis, à mi-chemin, là, on a réussi à amener un peu plus de stock, mettre la victime au chaud dans un sac de couchage. Puis, après ça, là, on s'est rendu au Petit Lac. C'est l'endroit où on a
retrouver la garde-parc avec la planche dorsale, le traîneau en fibre de verre. Donc, on a pris le traîneau d'urgence portatif, on l'a ouvert, puis on a mis la victime sur une planche dorsale là, afin qu'elle soit vraiment bien stabilisée pour l'arrêt de motoneige. Puis après ça, ben, c'est à ce moment-là là, que les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. Donc, c'est pas à chaque intervention que les ambulanciers ils vont se déplacer sur les lieux. Donc, ça dépend, si vous, ça dépend de la personne. Donc, ils ne sont pas obligés. Mais cette fois-là, on a été chanceux. L'ambulancier a décidé de venir sur les lieux. Donc, il est arrivé, il a pris en charge la victime. Ils l'ont wrappé, ils l'ont mis dans un traîneau d'évacuation de fil de verre, puis ils sont partis avec pour l'amener à l'hôpital. Donc, finalement, la victime, elle avait blessure au dos, elle avait des vertèbres de cassées, donc c'était quand même une bonne blessure, mais elle s'est super bien rétablie maintenant, là. Donc, pas de séquelles, du moins de ce qu'on a entendu dire, là, ça a bien été finalement tout ça. Ce qui est vraiment là, impressionnant de cet incident-là, c'est que toutes les ressources étaient là. Tout le groupe, là, on avait 8 personnes, donc on était là, 6 personnes là, pour tirer le traîneau d'urgence portatif, ce qui est quand même une bonne quantité de ressources. Ça l'a aidé vraiment gros. Quand je suis arrivée, là, évidemment, tout le monde s'est viré. Là. Ah, OK, leadership, là, y avait... Moi, j'étais là pour diriger les gens. On avait tout l'équipement, on avait la ressource. On avait un sac de couchage, donc tout ça a fait en sorte que ça a été très rapide de sortir les victimes, puis que tout a vraiment bien été. Mais on peut s'imaginer un peu le même contexte dans une pente un peu plus loin, avec moins de ressources, pas de réseau cellulaire. Finalement, les gens, est-ce qu'il y avait un dispositif de communication par satellite? Est-ce qu'ils étaient en mesure d'appeler les secours? Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Puis, il faut retenir aussi que cet incident-là, ça a bien été parce qu'il y avait l'équipement, puis ils ont peut-être eu un peu la chance aussi que nous, on arrive, que la police arrive, etc., que la trace de skidoo soit faite, qui n'était pas loin du refuge. Donc, évidemment, le fait qu'il était pas loin du refuge, ça les a beaucoup aidés aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête, là, puis pas oublier là, quand on va dévaler une pente. Juste après l'incident, donc nous, on est retourné sur les lieux du dépôt. Donc, on est allé faire un petit tour en bas pour aller faire des photos. Donc, on a vu un peu l'ampleur du dépôt. Donc, ça, c'est vraiment juste après, là, en après-midi, en fin d'après-midi, de quoi ça avait l'air la pente. Donc, ici, c'est Jacob, là, tout près du trou, là, dans le fait que la victime était. Donc, ici, on a une photo du casque. Là, dans le fond, cette personne-là, la coquille, elle s'est détachée puis a utilisé ça pour s'excaver en partie. Donc, dans le bas de la pente, on a fait un petit test là, juste pour vous expliquer un peu puis vous mettre en contexte. Là, on entend le vent, on voit la neige, on voit un peu la plaque avant. Donc, je lance ça pour vous. Donc, aujourd'hui, il y a eu un incident d'avalanche. Des gens qui ont déclenché on voit, on est juste à côté. Déclenché accidentellement par des skieurs. On fait 1 mètre et demi de profond. Puis, finalement, je suis déclenché dans une plaque avant. Donc ici, j'ai préparé un test juste pour vous illustrer. Donc le vent transporte la neige et la compacte de façon plus dense. Donc ici, on voit notre plaquant qui est plus dense. Donc je garde de rentrer juste un doigt dedans. Je repose sur une neige qui est plus de faible densité. Donc ici, tout plus, c'est de la neige qui est tombée au courant de la semaine. Donc cette neige-là repose là, sur une interface qui est plus fragile. Donc pour vous illustrer aussi, on a un petit test ici de colonne étendue pour démontrer la propagation, le potentiel de propagation dans cette couche faible. Là. Donc ici à 2, on voit ça l'a fissuré ici, donc la fracture s'est propagée jusqu'au bout. Donc on peut imaginer ici on est dans une pente plus faible, donc si on met ce résultat-là et on l'extrapole sur une pente qui est plus raide, bien là ici on a un bloc là,
part et si on a une avalanche. Donc voilà, soyez prudents en montagne. Pour faire un petit résumé là, des comportements humains, là, c'est tiré du livre, là, dans le fond, le manuel de cours de sécurité en avalanche. Donc, un manuel qui est super intéressant, là, de la bonne littérature. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les risques en montagne, c'est à lire. Donc, au début du livre, là, en fait, on parle des comportements humains là, qui peuvent avoir une influence sur la prise de décision dans le groupe. Donc, ça peut être autant des comportements humains qui vont influencer de façon positive les décisions qui vont avoir une influence un petit peu plus négative sur la prise de décision. Donc, après avoir parlé, puis avec le récit de la journée là, avec les victimes, là, on a réussi à identifier un petit peu là, quelques éléments. Là, dans le fond, ils ont clairement dit que la tolérance au risque n'était peut-être pas la même pour tout le monde. Il y en a qui étaient prêts à pousser un peu plus, d'autres moins. Est-ce qu'ils en ont parlé? On ne sait pas trop. Donc, il y avait une personne qui était déjà allée au Mid-Madeleine qui est devenue l'expert, un peu le guide là, du groupe. Donc, est-ce que cette personne-là, elle avait vraiment ce rôle-là? Est-ce qu'elle savait qu'elle avait ce rôle-là? On ne sait pas. Elle était déjà allée, donc il savait que c'était par là pour aller dans le couloir en S. Il a décidé de faire ça. Puis, ils ont décidé aussi là, de poursuivre là, puis de pousser pour aller faire le couloir en S, qui était un objectif là, d'aller faire des grosses lignes aussi dans ce séjour-là. Donc, quand on planifie un voyage en temps d'avance, on veut absolument là, faire en sorte que ce voyage-là soit inoubliable. Donc, c'est des choses qui sont ressorties là, dans leur récit. Donc, suite à cette expérience un peu incroyable, là, la victime nous a partagé quelques petites choses là, qu'elle aurait voulu savoir avant, mais bon, on ne peut pas savoir ça. Là. Il dit donc, premièrement, le fait de part de Dragon, là, ça lui a permis là, de lâcher ses bâtons très rapidement puis d'avoir les mains libres là, pour se protéger, s'aider. Le casque, c'est sans aucun doute là, un élément là, à ne pas négliger. Là, ça a probablement sauvé la vie de plusieurs personnes. Et dit de faire une bonne prière parce qu'on ne contrôle pas tout là, quand tu es dans une avalanche. Donc, le sac bien ajusté pour pas que ça brasse trop, ça protège un peu le dos contre les impacts. Aussi, des fixations bien ajustées pour que les skis lâchent au bon moment, là, pas diminuer les risques de se blesser aux genoux. Essayer de rester calme, suivre le flot de la neige, rester à la surface le plus que possible. Lui, il avait pris le temps de bien fermer ses trappes d'aération de son manteau puis ses pantalons, donc ça l'a gardé un peu plus au chaud là, si jamais il était resté plus longtemps en dessous de la neige. Être en bonne condition physique, ça l'a visiblement aidé. Puis, bon, il a dit qu'il a utilisé sa langue pour essayer de sortir la neige qui rentrait dans sa bouche, mais il a essayé de fermer sa bouche, ça peut durer longtemps. Là. Fait que, tu sais, en gros, on fait ce qu'on peut, là, puis on espère faire une bonne prière pour que ça se passe bien du plus qu'on peut. Donc, si jamais vous voulez lire plus d'informations à propos de cet incident-là, le rapport d'avalanche est disponible sur le site Internet d'Avalanche Québec, dans la section éducation, rapport d'avalanche. Donc, on a mis là, tous les détails, l'orientation, des photos, un récit textuel de cet incident-là. Puis on a aussi là, en fait là, produit un document PDF là, qui est disponible, qu'on peut aller consulter là, gratuitement sur le site d'Avalanche Québec dans la section éducation aussi. Gros merci là, aux victimes en fait de cet incident-là de nous avoir partagé leur expérience. Là, ça permet à tous et chacun d'en apprendre encore plus là, sur les accidents, puis qu'est-ce qui mène les gens à prendre des décisions comme ça, les conditions en montagne. Donc, c'est vraiment très, très, très gentil de leur part d'avoir partagé ça. Puis aussi, Chic Choc qui opère dans ce secteur-là, qui nous ont partagé plusieurs photos du secteur aussi. Donc, on espère à tous que cette étude de cas permettra aux adeptes de sport de glisse d'en apprendre davantage sur les dangers en montagne. Donc, ça fait un petit tour de qu'est-ce qui s'est passé au Mid-Madeleine le 8 février. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, là, vous pouvez les poser
sur le chat, vous pouvez nous envoyer des courriels, etc. On est toujours là pour vous, puis soyez prudents en montagne.